fait, on peut commencer par le côté du terrain qui attire l'œil, évidemment. Le côté attaque de Dallas contre la défense de Minnesota, hein, ce côté attaque flashy, explosif, un peu réponse à tout de Luka Doncic face à donc la meilleure défense de NBA jusqu'ici, qui sortait d'ailleurs d'une série défensive impressionnante contre Denver. Ils avaient réussi un peu à stopper Denver, qui est l'attaque inarrêtable, entre guillemets, un peu dans la théorie, ou en tout cas dans l'imaginaire d'une certaine manière. Et voilà, ils sortaient un peu de ce match-up-là. Et c'est vrai que ce qu'on avait dit un peu en preview, si vous vous souvenez, c'est que je pense que, sans même parler du niveau des équipes, finalement, on a surtout affaire à deux types d'attaques qui sont des match-ups très différents. Et donc, notamment en termes de manière d'attaquer, on a, pour caricaturer, d'un côté, l'attaque de Denver qui n'est pas non plus hyper orientée pick and roll, en tout cas pas de manière traditionnelle, puisque le centre du pick and roll, c'est plutôt Jokic et non pas le porteur de balle. Donc, c'est une dynamique qui est très, très différente d'un pick and roll classique. C'est plutôt beaucoup de mouvements autour de Jokic, etc., etc. Et de l'autre côté, un peu l'autre extrême, c'est-à-dire, pour le coup, vraiment l'attaque très, très classique, même très stéréotypée. On pousse le bouchon très très loin justement de beaucoup de pick and roll, beaucoup d'isolation, de style très frontal, balle en main, le porteur de balle dominant, voire même le plus dominant qu'on ait jamais vu quasiment. Donc voilà, ça fait quand même deux styles d'attaque très différents. Et c'est vrai que, on a eu aussi ce résultat-là, dans le sens où, finalement, le personnel défensif de Minnesota était plutôt adapté, en tout cas a été hyper bien adapté pour défendre Denver, en termes de lignes extérieures, de comment est-ce que Denver veut jouer, mais aussi en termes de secteur intérieur. Hein, je pense pas que, par exemple, si Dallas avait dû affronter Denver, ils auraient été très mal, parce qu'eux n'ont pas du tout le matos pour contenir Jokic, par exemple, et je pense que à peu près, alors attendez que je compte bien, 28 du coup, pas 29, parce qu'il faut enlever Denver, mais 28 équipes NBA auraient galéré, voire même n'auraient pas pu défendre Jokic aussi bien que Minnesota, mais donc c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil parce que, en l'occurrence, l'escouade de périmètre de Minnesota, elle était excellente pour étouffer les pick and roll et le porteur de balle qui était Jamal Murray, notamment contre Denver. Mais sauf que c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil Dallas, c'est pas le même type de porteur de balle, c'est pas le même niveau de porteur de balle aussi, mais surtout, c'est pas le même profil de porteur de balle. On l'avait un peu détaillé, mais il y a ce côté où, voilà, Jamal Murray, il pouvait et il s'est fait étouffer par un aspect de annihilation des décalages, navigation d'écran, mobilité, longueur, etc., de McDaniels, de Ant, de Nickel Alexander-Walker et autres. Alors que là, Luka Doncic, lui, tu peux essayer de l'étouffer autant que tu veux, il s'en fiche. Lui, il joue pas sur ce côté vivacité, il joue pas forcément sur ce côté décalage. Enfin, si, il essaie un peu d'avoir un décalage, mais même s'il l'a pas, c'est pas grave, en fait. Il va sur ses spots à son rythme, il te shoot par-dessus la tête, ou alors il te dégage du chemin avec un coup d'épaule, ou voilà. Il y a un aspect qui est très très différent. Tu peux pas étouffer Luka Doncic comme tu peux étouffer un Jamal Murray, évidemment. En termes de niveau de jeu, d'abord, mais aussi surtout en termes de style de jeu, surtout. Donc déjà, c'est premier changement par rapport à la série d'avant, c'était ça, en termes de stylistiquement, c'est compliqué, parce que tu n'affrontes pas du tout les mêmes éléments, et autant tu as beaucoup de défenseurs de périmètre qui sont très mobiles, et très navigateurs d'écran, et ainsi de suite, mais est-ce que tu as quelqu'un qui a le répondant physique pour Doncic? On se posait la question, et c'est vrai que la réponse qu'on a eue, c'est pas trop, quoi. Pas trop, on avait parlé en preview, mais ce côté McDaniels qui pourrait souffrir face à Doncic, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc ça a été un peu un point de bascule qui a basculé donc côté Dallas, évidemment, sachant que je sais que beaucoup de monde disait Anthony Edwards, lui, il pourrait le faire. Et effectivement, sur la fin de série, c'est lui qui a été plutôt utilisé sur Doncic, match 4 et 5. Et même lui, en fait, même lui, on a vu que non, ça peut pas marcher. Et notamment, on parle des pick and roll, on va arriver sur les pick and roll, mais il y a un aspect très simple d'isolation. La simple isolation où il n'y a pas besoin d'écran, et finalement Doncic face à Lou Dort, il pouvait pas aussi facilement attaquer en 1 contre 1 sans écran pour créer un décalage, parce que Lou Dort, il a ce répondant physique pour l'empêcher d'aller sur ses spots et de faire ce qu'il veut, alors que Minnesota, on avait vu en saison régulière, et puis sur la théorie, on voyait que voilà, il n'y a pas forcément de mecs qui ont ce répondant physique comme Lou Dort, et donc c'est vrai que on a vu aussi cet élément-là de l'isolation pure et simple, en fait, où Doncic n'a pas besoin d'écran et a pu, sur cette série, attaquer McDaniels dès le début de série, Kyle Anderson aussi, qui est un peu plus costaud, on va y revenir, mais qui n'a pas non plus une mobilité géniale et qui peut se faire déborder. Et puis même Edwards, en fait, même Edwards s'est fait un peu enfoncer, notamment match 1 pas mal de fois, et puis même par la suite de la série, mais dès le match 1, on a vu que non, en fait, même Edwards, ça marcherait pas. Donc voilà, on avait un peu ce côté, stylistiquement, c'est à noter, et puis donc, on parlait un peu d'isolation, mais il y a aussi les pick and roll, puisque l'autre grand dilemme de ce côté du terrain, attaque Dallas contre défense de Minnesota, c'était quid du pick and roll. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, puisque
D'abord, on sait que Gobert aime bien défendre en drop, donc plus bas par rapport au niveau de l'écran, il attend très bas, il monte pas au niveau de l'écran, il attend plutôt bas pour bloquer l'accès au panier, ok. Quel est l'antidote d'habitude au drop? C'est le pull-up à 3 points, puisque si tu ne montes pas en sortie de l'écran, j'ai de l'espace, je peux dégainer le pull-up à 3 points. Or, il se trouve que Doncic, il a ce pull-up à 3 points, mais pas totalement le pull-up contre le drop. Il aime bien, pour son pull-up, être un peu dans son fauteuil, et c'est pas un mec qui va dégainer le pull-up de manière dynamique en sortie d'écran après une course vers l'avant. Donc, a priori, ça colle pas trop. Et pourtant, on a vu que, en effet, comme on l'avait un peu avancé en hypothèse, en effet, le drop n'a pas marché face à Doncic. Et d'ailleurs, c'était bien qu'on ait Stan Van Gundy qui était au commentaire de cette série, puisqu'en fait, lui, qui est donc ancien coach évidemment, lui, il a noté et il en a parlé dès le match 1. Et donc, on a vu et on a pu entendre très, très concrètement de la part des commentateurs cet aspect de non, on peut pas faire un drop face à Doncic parce que, certes, il a pas forcément le pull-up, il va pas s'arrêter immédiatement en sortie de l'écran comme pourrait le faire un Curry pour punir le drop. Il fait pas ça. Mais par contre, l'élément clé dans ceci, c'est que si Gobert est en drop et qu'il est bas, ça veut dire qu'il y a tout un espace devant Doncic quand il sort de l'écran, il n'y a personne devant lui. Et donc lui, en fait, il profite de cet espace pour aller s'installer sur ses spots dans la raquette. Et en effet, Gobert peut rester sous le panier et empêcher l'accès directement au niveau du panier, mais la force de Doncic, c'est sa carrure, sa puissance, son style de jeu, donc le côté taille plus toucher de balle qui fait que, ok, j'ai peut-être pas un lay-up au panier directement, mais en fait, si je vais à quelques mètres du panier, 1 ou 2 mètres du panier, j'ai mon petit flotteur, j'ai mon petit jump shot à 1 mètre du panier, en fait, ce sont des tirs que je suis capable de mettre, et que j'adore, en fait. Donc, c'est là-dessus où, par exemple, contre n'importe quel autre type de joueur, ça marcherait pas. Enfin, plutôt, pardon, ça marcherait en termes de défense. Là, ça n'a pas marché parce que lui, si tu lui demandes d'aller si tu le laisses aller sur ses spots autour de la raquette et prendre des tirs par-dessus les défenseurs, il est capable, en fait. Il est capable et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, ça peut paraître encore une fois assez paradoxal, mais finalement, lui qui n'a pas forcément ce pull-up à 3 points un peu automatique, comme Curry, comme Lillard, comme Kyrie d'ailleurs, on va y arriver, un peu en sortie de l'écran face au drop, il n'a pas cet antidote-là, mais par contre, il a puni le drop en drivant dans la raquette, en allant sur ses spots, et à partir de là, soit il pouvait scorer, soit il pouvait distribuer si ça aidait sur lui, etc., etc. Et puis, il y a aussi un élément clé là-dedans, c'est le premier rideau. Pourquoi est-ce que OKC faisait un drop et que ça marchait? C'est parce que Chet restait en retrait, mais en premier rideau, on avait donc Lou Dort qui apportait ce répondant physique et qui en fait l'empêchait d'aller sur ses spots, ou quand il y était, le gênait vraiment. Et on a vu qu'en effet, il a fait une série qui était, pas mauvaise, mais pas si bonne que ça au scoring, notamment. Et on a vu que le drop de OKC contre Doncic marchait, mais c'était pas tant Chet, même si un peu, mais c'était surtout Lou Dort. Et donc là, Gobert, meilleur défenseur de drop de NBA, ok, mais sauf que le premier rideau, McDaniels ou Anthony Edwards ou d'autres, c'est mobile, ça peut rester accroché à travers les écrans, mais ça n'a peut-être pas le côté taille ou surtout physique pour le gêner sur ses spots. Donc c'est là-dessus où pareil, contre Denver, si tu traverses l'écran et que tu annihiles le décalage et que Jamal Murray sort de l'écran, il est encore sur sa hanche, un Jaden McDaniels, voilà, il peut pas dégainer. Il n'a pas l'espace. Il a besoin de cet espace parce que lui, c'est un meneur, quoi. Il a la taille d'un meneur. Alors que Doncic, c'est là où c'est un peu l'anomalie, c'est que c'est un meneur de métier, mais qui a plutôt, il fait 6-8 de taille, donc il fait la taille de LeBron, ou un peu plus, ou un peu plus gros, enfin on s'en fiche, mais voilà, il y a ce côté où il peut pas être étouffé par la simple donnée un peu de la taille, parce que lui-même est très grand et peut shooter par-dessus. Donc là où tu pouvais étouffer Murray et donc un peu le gêner parce que quand il n'y a pas le décalage, c'est mort. Lui, Doncic, s'il n'y a pas le décalage, c'est pas grave. C'est pas grave, je prends le tir par-dessus, je vais sur mes spots, je prends la faute, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un peu les prémices qu'on avait dit en preview. C'est ce qui s'est passé dès le début de la série. Match 1 et 2, on est resté plutôt sur ce côté drop. Et c'est vrai que ajustement qu'on a eu ensuite, on l'a eu déjà dès le match 1, mais c'était peut-être pas beaucoup. Enfin, je veux dire, ça a été testé, mais très peu souvent sur le match 1 en termes de nombre d'actions sur le match, c'est de ramener un stunt. Qu'est-ce qu'un stunt? En fait, c'est une aide, quelqu'un qui vient depuis l'aile, qui vient en fait s'interposer sur un drive ou sur une action en tout cas. Donc voilà, c'est un peu cette idée de ramener un troisième homme dans l'action. J'ai en tête sur le match 1 notamment, il y a Nasrid qui fait ça à un moment donné, et on voit bien que c'est un peu l'antidote au drop, parce que ça vient mettre quelqu'un dans cet espace, justement, et donc Doncic peut pas en profiter, mais même là, c'est vrai que, comme dit, on l'a pas vu souvent, et la majorité des fois, on restait en fait en 2 contre 2, en fait, sur le pick and roll, donc sans ce stunt, sans cette aide supplémentaire, et donc Doncic pouvait débouler et aller dans la raquette,
Et puis même, en fait, match 2, notamment, qu'est-ce qui s'est passé? Match 2, on a eu un peu la même chose. Donc, pareil, hein, majoritairement du drop, avec 2-3 actions en blitz, parfois un peu pour amener un élément de surprise, mais juste une action comme si... Enfin, comme ça, non. Par-ci, par-là, pardon, je voulais dire. Et, euh, et non, surtout, quel est l'antidote qu'a trouvé Jason Kidd? Je pense que vous avez entendu parler de ça. Il a joué beaucoup de ce qu'on appelle les double drag. Donc, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes auditeur régulier du Basket Lab, vous le savez. C'est en gros un pick and roll à 2 écrans. Et alors, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que, justement, c'est un peu un antidote, un contre-move assez efficace à ce fameux stunt, à cette fameuse aide qui peut se rajouter sur le pick and roll, emmener un 3e homme sur le pick and roll qui vient se mettre dans l'espace. En fait, si tu fais un pick and roll avec 2 écrans, et 2 écrans qui sont placés très très haut, ça aussi, hein, la hauteur des écrans, c'est clé, et Dallas a posé des écrans très très hauts pour libérer le maximum d'espace derrière, donc voilà, mais comme dit, dans ces pick and roll à 2 écrans, bah, forcément, t'as ensuite, il reste plus que 2 mecs dans les corners, forcément. Et donc, si t'as un mec qui doit défendre un poseur d'écran, il peut pas venir faire un stunt sur ensuite l'écran de Gobert, en fait. Donc, notamment pour parler concrètement, pardon. Mais si Mike Conley n'est pas sur l'aile et ne peut pas abandonner un shooter sur l'aile, mais parce qu'il est impliqué dans l'action en tant que défenseur du 2e écran, bah, il peut pas venir s'interposer. Donc voilà, ça a aussi beaucoup déroulé ce fameux double drag pas mal de fois sur le match 2. Pourquoi? Bah, justement pour éviter ça. Et surtout, l'autre conséquence, c'est que ça permettait d'isoler en fait le côté faible, et notamment, ils ont fait beaucoup avec Towns, qu'ils ont essayé de cibler, non pas face au ballon, mais en tant que défenseur off-ball. Et c'est vrai que Towns, c'est un peu sa faiblesse. C'est-à-dire que la gestion des espaces, la gestion off-ball, on va dire, bah, il faisait pas toujours les bons choix. Donc, en effet, quand sur les pick and roll, là, 2 écrans, tout le monde était très haut, sauf dans le corner opposé, qui c'est qui doit venir aider sur l'action sur l'intérieur qui plonge, bah, c'est le mec corner opposé, donc c'était Towns. Et donc on a vu pas mal d'actions où, en effet, bah, il était en retard, ou alors il faisait pas l'aide, ou alors il restait un peu trop sur le 3 points, de crainte que le Doncic fasse la passe dans le 3 points, mais donc ça libérait, ou en tout cas ça laissait totalement seul Lively ou Gafford qui allait dans la raquette. Sachant aussi que, évidemment, on parle de drop, mais la hauteur des écrans a été assez variable, c'est pas tout blanc tout noir, évidemment, c'est pas un drop, déjà c'était pas un deep drop où il restait très très bas par rapport au niveau de l'écran, Gobert, premièrement, mais puis aussi, surtout, en fait, c'est une question de nuance. Il y a des fois où, bah, forcément, quand une première action, je crois que c'est Kyrie qui fait un pick and roll face au drop, qui met un flotteur, qu'est-ce qui se passe après, l'action d'après? Bah, Gobert est un peu plus hésitant et donc monte un peu plus. Il reste pas aussi bas, il monte un peu plus. Qu'est-ce que ça libère si tu montes? Ça libère le alley-oop dans le dos. Et pareil, c'est voilà, cette hauteur d'écran, faut pas penser en tout blanc tout noir de soit on fait un edge très très haut, soit on fait un drop très bas. Il y a eu un peu ce jeu de la double menace entre Doncic ou Irving qui était dans la mi-distance face à Gobert, et puis dans le dos de Gobert aussi, on avait Gafford et Lively, et c'est vrai que ça aussi je l'ai pas précisé, mais beaucoup de double écran. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça aussi? Donc les fameux double écran, les double drag, parce qu'en fait ça permettait au 2e écran. Donc en 2e écran on mettait le pivot, hein. Le premier on mettait un Derrick Jones Jr. par exemple, mais le 2e, celui qui est le 2e écran utilisé dans le pick and roll, c'était Gafford ou Lively, donc. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, on le faisait plonger très vite. Il glissait l'écran et il allait très vite au panier pour justement... En fait, pourquoi? Parce que le but n'est pas forcément de créer du contact au niveau de l'écran. C'est pas tant ça qui importe dans l'action. Le but, c'est plutôt de plonger vite au panier. Pourquoi? Pour représenter une menace de lob. Et donc pour forcer Gobert à reculer. Et donc, forcément, c'est aussi l'utilité de ces double drag, c'est que non seulement tu empêches d'avoir un mec sur l'aile un peu libre qui peut venir s'interposer et se rajouter dans l'action défensivement, mais en plus, donc, ce double écran, ça permettait que le premier écran soit l'écran qui essaye de faire un décalage. Donc voilà, Derrick Jones Jr., il essayait de vraiment poser un bon écran. Et puis comme ça, le deuxième, Lively ou Gafford, pouvait glisser l'écran. Voilà, aller le plus vite possible dans le dos pour faire reculer Gobert, ou alors, si Gobert ne reculait pas, pour représenter une menace de alley-oop. Donc voilà. Donc ça, c'est les matchs 1 et 2 où le drop a été utilisé majoritairement, et il y a plein de solutions qui ont été trouvées via écran glissé, via simplement tu donnes l'espace, je vais dedans, je vais sur mes spots et je prends le tir, les double drag qui ont bien aidé, etc. etc. Match 3, qu'est-ce qu'on a fait? Match 3, on a dit, côté Minnesota, on a dit, allez, on change tout. En tout cas, ils ont littéralement tout essayé en termes de couverture défensive par rapport à Gobert. Donc c'est-à-dire que on a fait du drop, on a fait aussi du edge, on monte au niveau de l'écran, on a fait aussi des blitz. Donc blitz, c'est plus agressif, hein, le référence d'ailleurs le blitz, hein, vous connaissez le blitzkrieg, je crois que c'est ça la tactique militaire de l'époque. Bref, donc couverture très agressive de je monte plus haut que l'écran, même je fais une prise à deux en fait sur le porteur de balle. Donc voilà, on a tout essayé.
quel est le problème que j'ai même pas encore détaillé avec Doncic? Pourquoi est-ce que même sur le match 1 ou 2, parfois ça faisait un peu des edges, ça montait un peu plus haut que le drop et que ça se faisait punir? Ben voilà, justement, c'est ça le problème, c'est que Doncic en fait est capable de tout punir. Donc en un sens, on a essayé le drop d'abord parce que c'est le truc où on se dit bon bah ça limite les dégâts. Parce que en fait, si on fait une prise à 2 sur Doncic, si on monte un peu haut sur l'écran, même pas forcément très haut sur l'écran, mais même au niveau de l'écran, ça fait que bah, si le poseur d'écran va vite, plonge vite au panier, ça crée de facto un 2 contre 1 au niveau de l'écran, même si, comme dit, il n'y a pas besoin d'être très agressif, mais si l'autre roule vite, ça fait un 2 contre 1 et donc forcément un décalage que Doncic peut exploiter de par son passing en passant par-dessus. D'ailleurs, pareil, hein, même quand il y a eu des edges, donc, mais il y a aussi eu des blitz très agressifs, et donc où il y avait toute la longueur et toute la taille de Rudy Gobert qui, normalement, pourrait étouffer n'importe qui, mais face à Doncic, en fait, Doncic arrivait à passer par-dessus. Parce qu'il a la taille lui-même, et puis c'est pas, voilà, il a les qualités de passing pures, on va dire, et puis en plus, c'est pas un mec qui fait 6-3, c'est un mec qui fait 6-8, donc voilà, c'est aussi le pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu autant de prises à deux, même prises à deux très agressives pour essayer de le faire lâcher la balle, c'est parce que le problème, c'est qu'il peut passer par-dessus. Donc, il n'est pas tant que ça perturbé par ce genre de prise à deux agressive. Et puis, il passe par-dessus, et même en faisant des bons choix, quoi. Donc, il est capable de lire la défense et de faire le bon choix, même si tu mets une pression sur lui et que tu te dis, bon, ben voilà, l'envergure de bras de Gobert, ça va pas marcher. Bref, je me perds, avançons. Donc, drop sur les 2 premiers matchs, un peu de tout. Match 3, donc on a un peu tout essayé, littéralement, pour avoir cette stratégie globale de, on veut un peu le surprendre. C'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire on va pas rester dans un schéma où forcément, au bout d'un moment, Jason Kidd a compris, Doncic a compris, donc on s'adapte, on fait ça. Non, là ils y allaient un peu en mode, on va changer, j'exagère, mais un peu, chaque possession on va un peu changer de couverture comme ça, mais il sait pas à quoi s'attendre, il sait pas quoi faire. Et puis donc ensuite, match 4, là on est revenu sur du drop, et j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous dit d'aller voir. Et là ça a été leur meilleure performance défensive. Pourquoi? Parce que en fait, plutôt que de jouer avec la hauteur de l'écran de Gobert, plutôt que de jouer sur ça, on a dit, ok, on revient sur le drop classique, mais on va protéger ce drop. Et donc, tu restes bas par rapport au niveau de l'écran. L'inconvénient, on l'a vu, c'est que ça donne de l'espace pour pénétrer assez loin dans la raquette et aller sur ses spots, prendre ses tirs. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger ce drop avec les fameux stunts. Et là, on l'a pas eu qu'une fois de temps en temps. On n'a pas eu que sur le match 1, Nasrid qui fait ça et puis Conley qui fait ça. Non, vous regardez le début du match 4 et même tout le match 4, en fait, c'est ça tout le temps. Tout le temps, vous avez le mec qui est sur l'aile, qui en fait vient s'interposer et qui vient il vient se rajouter. Comme dit, hein, allez voir en vidéo si ça vous dit de voir concrètement. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais vraiment c'est Doncic qui sort de l'écran. Gobert est bas, donc il peut se dire, Doncic se dit, bon bah s'il est bas, je peux sortir de l'écran et j'ai de l'espace pour avancer et aller sur mon flotteur. Mais en fait non, parce qu'il y a Jaden McDaniels qui depuis l'aile descend un tout petit peu, il abandonne son shooter et puis il se met un peu dans l'espace. Donc Doncic est obligé de changer de direction, il peut pas avancer nord-sud. Soit Mike Conley qui se met dans l'espace et qui empêche Doncic de prendre de la vitesse, soit sinon Mike Conley ou un autre, n'importe qui en fait n'est pas côté Doncic mais qui est côté de Gafford, côté du mec qui plonge au panier. Et donc ça permet en fait que Mike Conley vient faire un bump, donc littéralement il bouscule, hein, il fait un tag, on dit parfois aussi le terme technique tactiquement, pardon. Et en fait il vient gêner, il vient bousculer un peu de manière légale, il vient s'interposer sur le roll, R-O-L-L, de l'intérieur. Et donc qu'est-ce que ça permet? C'est que si Gafford il peut pas plonger librement au panier comme match 1 et 2, s'il peut pas aller au alley-oop ou aller au roll au panier librement, parce que quelqu'un vient le bousculer, la conséquence directe c'est que Gobert n'a pas à se soucier dans son dos du alley-oop. Et donc Gobert en fait dans son esprit il est plus en 1 contre 2. Gobert quand il sait qu'il a une aide derrière qui va couvrir le rollman, le mec qui plonge au panier après l'écran, il peut rester sur Doncic. Et il n'y a pas du tout cette crainte de je dois gérer et le flotteur et le alley-oop dans le dos, et c'est compliqué. Et c'est ce qu'on a vu au match 1 et 2, c'est que c'était compliqué. Donc voilà, ça c'était le match 4, et ça a été la meilleure performance sur demi-terrain, clairement, de Minnesota, c'est ce match-là, avec ce genre d'ajustement. Et même là, premièrement, le shot-making de Dallas sur ce match-là n'était pas fantastique, et y compris donc sur ce tir-là, même si il y a des raisons tactiques, hein, comme dit, ces fameux flotteurs étaient un peu plus contestés que d'habitude, ok. Mais tout de même, c'était des tirs que parfois Dallas pouvait mettre, qu'ils n'ont pas mis, mais ça arrive, hein, ce genre de variance parfois d'un match à l'autre. Et puis surtout, deuxièmement, même là, on a vu un ajustement. Je pense que je l'ai même pas encore explicité, mais Jason Kidd, excellentissime série, encore une fois. C'est-à-dire que premier tour, il a battu Tyronn Lue sur des choix tactiques, ok.
Deuxième tour, il a battu Mark Daniel sur le plan tactique également. Hein, c'est pas que la force de Dallas et de Doncic d'avoir une superstar, etc. Non. Il y a des vrais choix tactiques qu'on a déjà développés. Si ça vous intéresse, d'aller écouter le bilan de OKC Dallas. Mais là, c'est pareil. Donc, on a cet ajustement de dire on va apporter un troisième homme sur le pick and roll, un stunt très très agressif depuis l'aile et parfois même à la fois l'aile et aussi depuis le corner. Hein. Donc, on avait parfois deux mecs dans la raquette. Hein. Un en haut de raquette, Conley qui faisait le bump, et puis ensuite Naz Reid qui était en bas qui attendait, ou alors Karl Anthony Towns. Mais donc, ajustement sur la deuxième mi-temps de Jason Kidd, qu'est-ce qu'on fait ? On sort de la mi-temps et troisième quart-temps, on attaque et on enchaîne en fait des Spain pick and roll. Et donc, qu'est-ce que le Spain pick and roll ? C'est un pick and roll normal, hein, voilà, tout en haut du terrain, on a un pick and roll. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute en fait un troisième mec, un troisième attaquant. Donc en l'occurrence, c'était Derrick Jones Jr. qui vient poser un écran dans le dos du défenseur en drop. C'est-à-dire que forcément, Gobert, s'il y a quelqu'un qui vient l'empêcher de reculer, il ne peut plus reculer et rester en drop. Et donc, qu'est-ce que ça a permis ? C'est que ça venait un peu être un contre-move à ce drop. Grâce au stunt, on avait le drop qui... je dis beaucoup de mots compliqués, hein, pardon, mais excusez-moi, j'ai beaucoup de termes techniques, mais on va essayer de résumer. Drop, c'est on restait bas par rapport au niveau de l'écran. Il pouvait faire ça parce qu'il était protégé avec des aides en plus sur les côtés. Ok. Mais sauf que Jason Kidd, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des Spain pick and roll, donc avec quelqu'un qui vient empêcher Gobert de reculer. Et donc ça a fait 3-4 actions d'affilée où une première fois c'est perturbé, donc Doncic peut aller autour. Une deuxième fois ça libère le alley-oop parce que ça crée un 2 contre 1 à cause de l'écran de Gobert qui peut pas reculer. Une autre fois encore que ça a été joué et ça libère un pick and pop pour Maxi Kleber, que d'ailleurs il ne prend pas, mais techniquement le tir était là, le tir était ouvert, etc. Et en plus avec un côté où ça a été fait souvent en libérant tout un quart de terrain opposé, donc on n'avait même pas ce côté... il n'y avait même pas un aspect où il restait un défenseur de l'autre côté qui pouvait venir encore une fois s'interposer, compenser. Non. On libérait toute la moitié de terrain, tout le quart de terrain droit, par exemple, et on drivait sur la gauche. Et donc comme ça, on avait certes le côté gauche qui était congestionné, mais c'était un peu le but, quoi. C'était un peu le but, et qu'on n'ait personne qui puisse aider comme en première mi-temps. Donc voilà, un exemple comme ça, si ça vous dit d'aller le voir sur YouTube, encore une fois, il y aura peut-être plus les images, mais grosso modo, on s'en fiche. Retenez juste ce côté où l'ajustement, ça a été de rajouter un troisième homme dans le pick and roll, côté Minnesota, et que même là, Jason Kidd a réussi à trouver la parade avec pas mal de Spain pick and roll. Et d'ailleurs, sur la deuxième mi-temps du match 4, ça a quand même été un peu plus facile pour Dallas, parce que les solutions ont été trouvées. Et pareil, match 5, où, match 5, il y a un côté aussi surchauffe à 3 points qui a aidé. Mais même là, on a vu que, en fait, ne serait-ce que dans la manière où on organisait le terrain, et c'était déjà le cas au deuxième mi-temps du match 4, mais match 5, on a un peu continué là-dessus, où, sachant que les mecs veulent aider depuis l'aile, il suffit de pas mettre un attaquant depuis l'aile, en fait. Voilà, ça paraît très bête, hein, mais c'est juste, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on organise notre occupation du terrain ? Plutôt que faire driver Doncic vers un côté où il y a un mec sur l'aile, un shooter sur l'aile et un shooter dans le corner, et donc il y a des défenseurs qui peuvent s'interposer, côté fort donc, en fait on faisait juste un mec, on le faisait driver vers un côté du terrain où il y avait personne sur l'aile et éventuellement peut-être un mec dans le corner, mais c'est pas pareil parce que s'il est dans le corner, le défenseur, ça veut dire qu'il peut aider s'il veut, il peut abandonner, mais il peut pas aider en début de drive. C'est ça un peu la clé. C'est que les mecs arrivaient à aider en début de drive et donc un peu à empêcher Doncic d'aller sur ses spots, de gagner un peu en momentum et d'aller sur ses spots. Là, voilà, si le mec est dans le corner, il peut aider s'il veut au panier, mais Doncic est déjà un peu arrivé lancé, quoi. Et même, voilà, tu peux aider si tu veux, mais je suis déjà dans la raquette, quoi. Donc voilà, c'est tout l'intérêt, et c'était aussi la tactique de Minnesota, c'était d'arriver à le stopper le plus tôt possible. Or, là, voilà, ajustement aussi en termes d'organisation du terrain qui n'a l'air de rien, mais qui en fait qui est pas du tout du hasard. Hein. C'est pas du tout du hasard. Et puis en plus, il y a le fait que Doncic lui-même, sachant que ça vient aider depuis les stunts, on a vu que il était à l'aise, il savait que ça arrivait. Donc il y a une question de dribble aussi, de nuance, de maîtrise, de je sais que ça vient, donc je sais comment je peux aller ici puis là pour le contourner, etc., etc. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.